Buongiorno, benvenuti. Bonjour ou bonsoir, bienvenue à cette troisième rencontre, le cycle sur le changement d'époque, la crise comme passage. Ce cycle proposé par le président Luciano Violante, qui est composé par 3 rencontres. Le premier du président Violante lui-même sur les changements institutionnels, le deuxième du professeur Livi Bacci sur la démographie, et aujourd'hui nous affrontons le problème des économies et changement d'époque. Changement d'époque, pour ceux qui n'étaient pas présents à toutes les rencontres du cycle, se réfère au fait qu'on vit un moment de passage. Ce mot, utilisé par le pape François, nous dit que l'on ne peut pas regarder jour par jour ce qui change an par an. Il s'agit d'un moment de passage radical de notre société. Le président Violante a parlé de la fin des idéologies, de la fin d'une image d'État entre le citoyen et l'État qui a duré 218 ans. Le professeur Livi Bacci, à partir du thème de la population, mettait en exergue la grande migration, non pas la première tout au long de l'histoire, mais une migration importante au niveau mondial qui change la vie en général. En premier lieu, un changement de nombre de la population de 3 milliards à 6 milliards à 9 milliards. Et en deuxième lieu, à propos des déplacements entre tous les territoires. Il s'agit d'un changement d'époque aussi à propos de l'économie. Il suffit de penser à la crise financière, à la mondialisation qui l'a précédée, au progrès technologique. Nous ne trouvons plus face à la longue période, mais à une brève période. La connaissance est soumise à des temps toujours plus rapides. Des pays qui étaient considérés le tiers-monde quand j'étais petite, maintenant font partie des plus grandes économies du monde. Qu'est-ce que ce changement nous demande? Quelle position nous pouvons avoir? Nous pouvons continuer à regarder la vie et la politique seulement dans le cadre de la législation, ou l'on peut regarder d'un différent point de vue. Nous avons avec nous aujourd'hui un grand intellectuel, Ignazio Visco, gouverneur de la Banque d'Italie, qui n'est pas seulement pour son rôle quelqu'un qui peut nous parler de cela parce qu'il est un intellectuel très important, et parce que la Banque d'Italie est l'écran plus important pour cette pensée structurelle qui ne s'arrête pas à la brève période. Nous le remercions de sa présence. Il nous fera une leçon et après il y aura des questions pour compléter notre soirée. Merci, monsieur le gouverneur. Merci pour votre invitation. Je remercie Emilia Guarnieri, le professeur Vittadini et le professeur Violante qui m'a incité à accepter cette invitation qui concerne un thème très important. Si nous vivons une époque de changement ou si nous traversons un changement d'époque. Le monde a changé radicalement dans les 25 dernières années. La mondialisation, l'augmentation extraordinaire des échanges de biens et de services, avec les conséquences que cela a apporté dans les marchés, le progrès technologique avec l'affirmation de nouvelles technologies, non seulement de l'information, de la communication, mais aussi les matériels, la digitalisation, la révolution digitale qui se déroule actuellement ont eu des effets extraordinaires. Le fait que j'utilise l'iPad est quelque chose de banal, mais c'est clairement un exemple de cela. Tout cela s'est produit dans un contexte d'augmentation constante de la population mondiale, comme l'a rappelé le professeur Vittadini,
Le professeur Bacci en a parlé il y a quelques jours. Donc, on est passé de 3 milliards et quelques en 1990 à 7 millions aujourd'hui en 2016. Il y a seulement 300 ans, la population mondiale était de moins de 800 000 millions d'habitants. Au début du XXe siècle, environ 1,5 milliard, 3 milliards et quelques il y a 25 ans, et maintenant nous allons à 10 milliards. Cela s'est produit malgré le fait que le bien-être, autant qu'on puisse le mesurer en fonction du revenu par habitant, mais également l'espérance de vie à partir de la naissance, ou encore la réduction de la mortalité infantile, etc., le bien-être a certainement beaucoup augmenté. En Europe, nous avons eu des changements très importants dans les 25 dernières années. Le plus clair de tous est cette nouvelle union économique monétaire, une politique monétaire unique. Ce sont des changements qui ont des effets également pour l'organisation de l'économie. La capacité des entreprises à entrer en compétition. Ces changements ne se font pas toujours de manière linéaire. En réalité, aujourd'hui encore, nous ressentons les effets de la crise financière qui s'est déroulée en Italie en 2007 et aux États-Unis, et la crise des années 2010 et 2011. Il y a des conséquences très graves de cette crise. Je ne vais pas en parler de façon spécifique de la crise profonde dans laquelle l'Italie s'est trouvée dans les 10 dernières années. J'en ai parlé fin mai lors d'une rencontre en tentant de faire passer ma vision, qui est celle qu'il s'agit de la crise la plus grave de l'histoire de ce pays, la plus grave, la plus profonde, bien plus grave que les grandes dépressions. Et cela a produit des effets sur les finances publiques, sur les banques. Ce que nous lisons dans les journaux dérive en réalité de cette crise extrêmement grave. Une crise qui a apporté le chômage, la fermeture d'un grand nombre d'entreprises et de laquelle nous sortons actuellement avec difficulté. Nous en sortons parce qu'on constate une reprise conjoncturelle qui, en quelque sorte, se croise avec les réformes qui se déroulent. Il ne faut pas les considérer comme terminées, il y a encore beaucoup à faire. Il faut dire que cette crise a touché notre économie d'une manière où elle était encore en train de récupérer les retards extraordinaires pour s'adapter aux changements dont je parlais précédemment. La globalisation, la mondialisation, la démographie nouvelle, les nouvelles technologies. Si un changement de type économique, social et démographique et technologique, mais c'est aussi un changement politique sur lequel nous tous, les entreprises, les syndicats, la politique, les banques, nous avons tous été lents à nous adapter, pour beaucoup de raisons que je ne vais pas approfondir. Mais le fait qu'il y ait un retard pour s'adapter à ces changements explique la profondeur de la crise que nous avons connue. Une crise qui a été de nature financière et qui a conduit également à des difficultés sur le plan de la finance, une force positive, comme le disent certains, pour encourager le développement. Une activité moralement douteuse, comme le pensent d'autres personnes. Mais je m'exprimerai aussi sur ce point. Pour commencer, la mondialisation. La mondialisation, le terme de mondialisation se réfère à une unification croissante des marchés mondiaux. Cela a entraîné, surtout avec la fin de la guerre froide,
Beaucoup d'entre vous sont jeunes et vous n'avez peut-être pas connu les années de la guerre froide. Mais ma génération ne pensait pas que le système socialiste s'effondrerait de l'Europe de l'Est, le système planificateur, de façon si dramatique et aussi brutale. Mais il n'y a aucun doute qu'ensuite il y a eu un dividende de la paix. On pensait que cela aurait des effets très bénéfiques pour tous. Pour nous, occidentaux, ceux qui étions du bon côté, entre guillemets, on pensait que nous aurions la possibilité de dialoguer, de commercer et d'échanger avec des économies qui s'ouvraient. Auparavant, elles étaient fermées et autarciques, elles s'ouvraient au reste du monde. Il y a eu en effet de nouveaux protagonistes, les économies émergentes, ce qu'on considère le tiers-monde, qui est devenu notre monde, la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie, l'Afrique du Sud. Tous ces pays ont bénéficié, se sont ouverts de cette ouverture, de cette unification de marché. Les échanges commerciaux ont augmenté de manière extraordinaire. Et les personnes ont commencé à se déplacer de manière notable. Ce n'était pas la première fois, parce que bien entendu, à la fin du XIXe siècle, il y avait eu de grandes migrations. Après la Seconde Guerre mondiale, il y en avait eu d'autres. Et par le passé, l'homme a toujours été un être mobile. Mais le point important, c'est qu'il y a eu cette liberté d'aller et de venir. La liberté d'aller là où où l'innovation était encouragée. La globalisation a apporté avec elle des pressions compétitives extraordinaires. À partir d'entreprises situées dans les pays émergents comme la Chine et l'Inde, mais aussi d'autres pays de l'organisation qui appartient à la même organisation. Les pays qu'on pourrait appeler industrialisés, par exemple la Corée du Sud. Les effets ont été conséquents. Par exemple, un secteur crucial pour l'économie italienne comme le textile, les chaussures et la tannerie, le cuir. Dans ces 20 dernières années, nous avons connu une augmentation de la participation de la Chine qui a augmenté de 25% et est arrivée à atteindre environ 40% de la production mondiale. Dans le même temps, la production des entreprises italiennes a baissé de presque 30% dans ces 20 dernières années, bien plus que dans l'ensemble de l'industrie manufacturière qui, au cours de ces années, a perdu environ 16% du total. Donc globalisation et progrès technologique sont des forces qui s'alimentent réciproquement. Les nouvelles technologies sont essentielles pour organiser et gérer la fragmentation de la production dans un contexte aussi large que le monde. Et la capacité à participer à ce qu'on appelle les chaînes globales de valeur est cruciale, tout comme le fait de déballer en quelque sorte les missions productives et l'assemblage des biens que l'on produit, que l'on vend, avec une délocalisation afin d'exploiter au maximum ces coûts très bas de transport et de communication. La globalisation est souvent identifiée comme la raison de l'augmentation de l'importance des économies émergentes, et cela a contribué à la croissance mondiale avec un pourcentage qui a, dans les 20 dernières années, atteint environ 70%, alors qu'elle était de 30% dans les années 70. Donc, 70% de la croissance mondiale dépend de ces économies émergentes. On peut remarquer qu'à partir de 1980, le poids des pays à revenus inférieurs sur le PIB mondial a augmenté énormément et le poids des économies avancées s'est abaissé. Les États-Unis et le Japon en première ligne. C'est très manifeste si l'on voit la parité d'achat, qui est une manière de mettre
sur le même plan des économies qui ont différents degrés de développement. Mais même si on utilisait les changes courants, le graphique ne serait pas très différent. Le niveau du produit intérieur brut mondial serait monté à 46% au lieu de 54%. Donc on reste toujours dans des chiffres élevés en partant d'un niveau très bas. Partant de ce résultat, il y a bien entendu l'augmentation extraordinaire d'échanges de biens et de services dans les exportations mondiales, des augmentations extraordinaires du pourcentage de produits qui est exporté. On peut parler environ de 30% du bien produit qui est exporté dans le monde. Et il y a eu des investissements extérieurs énormes, de plus en plus grands. On est passé de 10 milliards de dollars en 1970 à des flux qui sont actuellement, des flux d'investissement qui sont actuellement des flux d'investissement vers les autres pays qui sont de plus de 2000 milliards, aujourd'hui. Mais peu avant la crise financière. Donc on passe de 10 à 2000 milliards pour les investissements à l'étranger de la part des différents pays. Donc une globalisation, un progrès technologique qui se trouve à la base de l'amélioration extraordinaire du niveau de vie. Un niveau de vie dont le monde entier a bénéficié dans les 25 dernières années. Le produit intérieur brut en termes réels a augmenté de 70% entre 1990 et 2016. Cela concerne bien entendu le monde entier, mais également la frange des pays aux revenus les plus bas. Le résultat le plus important, c'est certainement la réduction de la pauvreté. L'objectif de diminuer le pourcentage de personnes en condition de pauvreté extrême, c'est-à-dire avec un revenu inférieur à 1,99 $, comme le mesure actuellement la Banque mondiale, a été atteint en avance par rapport aux termes prévus par le Millennium Development Goals, des accords qui ont été signés il y a 10 ans aux Nations Unies. Pour la première fois, la pauvreté est descendue en dessous de 10% de la population. La pauvreté la plus profonde atteint environ 700 millions de personnes. Environ 9% de la population globale. L'objectif est de clore ce chapitre pour 2030. Mais il faut rappeler que 1,1 milliard de personnes qui sont sorties des conditions de pauvreté extrême, on peut dire 1,1 entre 1990 et 2015, aujourd'hui c'est peut-être 1,2, mais il faut dire qu'il y a aussi 2 milliards de personnes en plus par rapport à la population globale. Donc ces 2 milliards ne sont pas entrés dans la pauvreté extrême. Donc on a 3 milliards de personnes qui ne sont plus des pauvres extrêmes. C'est un résultat extraordinaire. Bien entendu, il faut ajouter à cela l'amélioration des conditions de vie, l'espérance de vie plus élevée, la mortalité infantile qui a été réduite de moitié. Actuellement, sur 1000 enfants, le chiffre m'a échappé, ces progrès ont été relevés, bien entendu, également en Europe, en Italie, en après-guerre. Pensez à l'analphabétisme, par exemple, qui était élevé en Italie encore en 1951. On atteignait 6 ou 7 millions de personnes, environ 13% de la population qui était totalement analphabète. Et aujourd'hui, on est à 1% de la population. Le plus grave actuellement chez nous, c'est le retour de l'analphabétisation, ce qu'on appelle l'analphabétisme fonctionnel, l'illettrisme, l'incapacité d'effectuer des calculs. Et je dirai quelque chose sur ce point à la fin.
Les effets de la mondialisation comme ceux du progrès technique ne sont pas positifs pour tous. Beaucoup de nos pays avancés se demandent s'ils pourront maintenir leurs postes de travail. Des postes qui sont menacés, dit-on, par les robots. Et j'en parlerai aussi tout à l'heure. On se demande dans quelle mesure la finance, les banques, les grandes banques internationales jouent un rôle en termes de mondialisation, de progrès technique. Et il semble qu'une fourchette s'ouvre de plus en plus entre les très riches et les très pauvres, ceux qui gagnent beaucoup et ceux qui ne gagnent rien, même s'ils n'entrent pas dans ce qu'on appelle la pauvreté extrême. Ces critiques ont bien sûr été exprimées et certains ont estimé que s'affirmait un monde dans lequel domine un nouvel empire qui provient de l'action conjointe de la mondialisation, la technologie et la finance. La question est de savoir si ces critiques sont justifiées. Et cette question, qui est souvent associée, laisse penser que la mondialisation, la technologie et la finance n'ont pas apporté grand-chose de bon, mais il faut rappeler aussi les grands progrès, notamment sur le plan de la pauvreté, dus à l'ouverture et aux échanges financiers. Ce qui est sûr, c'est que les effets de la mondialisation et du progrès technique ne sont pas également répartis sur toute la population. Mais je vais dire maintenant quelque chose sur le projet technologique dans l'industrie. Le progrès technologique est le plus important facteur de changement dans l'histoire et il révolutionne nos habitudes quotidiennes, nos modes de vie, les systèmes économiques eux-mêmes et sans doute la société dans son ensemble. Et en ce sens, nous nous trouvons véritablement à un passage. Après le premier âge des voitures de 1970 et les années suivantes, du XVIIIe siècle, les moteurs à vapeur, la machine à vapeur, le moteur à explosion, nous vivons actuellement dans la deuxième époque des voitures, définie par la révolution digitale, l'impact très important du changement dans les technologies de communication. Et cela est le résultat de la guerre froide lorsque on a pu mettre ensemble tout un stock d'innovations qui avait été produit dans le contexte de la défense, les activités spatiales, etc. À l'improviste, tous ces matériaux, tous ces services, toutes ces capacités d'exposer de nouvelles technologies ont été disponibles pour des usages civils. On peut citer énormément d'exemples. Internet a changé les télécommunications en 1991. La téléphonie mobile a abattu terriblement les coûts. Actuellement, il remplace le téléphone avec fil, l'appareil photo, les enregistreurs, les localisateurs, etc. Le smartphone actuel a une puissance de calcul 3 millions de fois supérieure au premier mini-ordinateur commercialisé en 1965. 3 millions de fois supérieur. Avec un coût de 225 fois moins. Un iPhone 4, je ne parle pas du dernier modèle, mais l'iPhone 4 qui datait de 2010, il coûtait 600 $, maintenant on le trouve à moins de 100 $. Cet iPhone 4 a la même puissance de calcul que le plus rapide des superordinateurs qui coûtait en 1975 5 millions de $. Un smartphone actuel, celui de droite sur la diapositive, l'iPhone 7, mesure 13 cm. Il pèse 300 grammes. Il a une puissance de calcul pareille, égale à 18 000 fois la puissance du superordinateur IBM Strange de 1961, qui est long de 10 mètres, qui pesait 18 tonnes et coûtait 8 millions de $, 10 000 fois plus que l'iPhone. Le premier satellite commercial pour les télécommunications a été mis en orbite par les États-Unis en 1965. Actuellement, il y en a 400. Chaque année, on en ajoute une dizaine. Les technologies de télécommunication sont des
technologies qui ont produit l'impact le plus fort sur nos habitudes quotidiennes. Internet est une révolution qui est encore en cours, à la fois pour la société et pour les systèmes économiques. Nous vivons dans une société, une économie digitale. C'est un passage qui concerne non seulement les plus jeunes, mais qui concerne tout le monde. Et il s'est produit en moins d'une génération. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a environ 15-20 ans, je me trouvais à Paris en 2000 et nous avons écrit un petit livre qui s'intitulait « La nouvelle économie au-delà de l'euphorie ». Beaucoup disaient « oui, ça a été un bon moment et ça va s'épuiser ». Mais il semblait qu'à l'époque déjà, on pouvait voir une série d'implications telles que celles liées à la possibilité de vendre de façon sur le plan électronique entre des entreprises et des personnes, entre entreprises et entreprises, entre personnes et personnes. Et cela, c'est devenu réalité. Actuellement, c'est le cas. Dans l'Union européenne, le pourcentage de familles avec un accès à Internet a augmenté de 49 à 85% en 10 ans, entre 2006 et 2016, et de 40 à 79% en Italie. L'Italie était un petit peu en retard, c'est encore plus vrai dans d'autres pays. La commerce des marchés électroniques est exponentielle, la croissance, pardon. En Union européenne, le pourcentage d'individus qui ont acheté des biens ou des services online les derniers mois a augmenté de 25% ces derniers mois, de 20% par rapport à 40, pardon, et c'était de 20% en 2006 et 40% en 2016. En Italie, l'Italie domine pour la téléphonie mobile. Les abonnements pour 100 habitants sont passés de 0,5% en 1990 à plus de 140 en 2015. De 2,1% à 118 aux États-Unis. Donc ça veut dire que parmi nous, plusieurs personnes ont plus d'un abonnement. Nous sommes en retard sur l'utilisation des instruments digitaux dans les entreprises, peut-être dans les écoles, à l'université. Mais nous sommes très en avant sur l'utilisation des SMS, messages, Twitter, etc. Il y a des obstacles encore dans les opérations online, en ligne. Il y a des difficultés pour les commerces entre nations. En 2015, seulement 15% des personnes effectuaient des achats en ligne dans un autre État membre et les entreprises ne parviennent pas à tirer les avantages des opportunités de croissance offertes par Internet. En 2015, seulement 7% des petites et moyennes étrangères vendaient à l'étranger. Mais c'est justement parce que ces chiffres sont encore plus faibles qu'on peut attendre un développement énorme dans l'avenir. Le marché technologique s'est développé. C'est une des priorités de la Commission européenne. Elle se fonde sur 3 piliers. Améliorer l'accès aux services digitaux dans toute l'Europe, pour les consommateurs comme pour les entreprises. Créer un contexte favorable et une parité de conditions afin que les réseaux digitaux puissent se développer, ce qu'on appelle la bande large, pour tous, et maximiser les possibilités de croissance des systèmes digitaux. Pensez par exemple au transport aérien. Très rapidement, on peut le voir très rapidement. La rapidité, la sécurité, la baisse des coûts, tout ça, ce sont des progrès. Entre 1970 et aujourd'hui, le nombre de passagers qui voyagent en avion a augmenté dans le monde de 300 millions à environ 4 milliards. En Italie, on est passé de 7 à 29 millions, avec un sommet avant la crise financière de 38 millions. Donc un changement d'époque, ça ne fait aucun doute. Mais cela ne s'est pas fait sans sacrifice, sans coût. Il y a des coûts
des sacrifices à la fois de la mondialisation et du progrès technologique. L'un des dénominateurs les plus importants dans les dynamiques démographiques, c'est l'impact sur le marché du travail, en particulier dans les pays en développement. On estime que 10% de la baisse de l'emploi entre les États-Unis entre 1990 et 2011, ce sont les estimations, revient à 600 000 emplois. Donc cette perte est due à l'effet direct de la compétition avec la Chine. L'effet indirect, à travers les interconnexions entre secteurs, le développement général, fait passer ce chiffre à plus de 2 millions de postes de travail en moins aux États-Unis. Ça, c'est en Italie, pour ce qui nous concerne, entre 1995 et 2007, l'augmentation des importations de Chine s'est produit par un effet une perte de 120 millions d'emplois dans le domaine de la manufacture. Nous sommes un grand pays de manufacture. 120 000 emplois, pardon. Clairement, ce secteur se réduit dans notre pays au fur et à mesure que l'automatisation se développe et que l'économie crée des emplois dans les secteurs de services. Nous atteignons environ 17% de l'occupation extrême dans le domaine de la manufacture. Et si on pense augmenter ce chiffre, c'est de l'utopie. Mais ce qui est important, c'est que chez nous, on a déjà eu cet effet de baisse à cause du rapport direct avec la Chine. Et si on considère l'ensemble, bien entendu, c'est beaucoup plus élevé, comme on l'a observé dans le domaine textile, l'effet a été très fort. L'augmentation du progrès technologique, l'impact de l'augmentation du progrès technologique sur le travail, sur l'emploi, est un sujet très discuté dans les analyses économistes. Un grand économiste, David Ricardo, a écrit un chapitre de son œuvre fondamentale qui s'appelait « Sur les machines ». Et ce qu'il soutenait, c'est que dans une vision pessimiste, la découverte et l'usage de nouvelles machines pouvaient avoir un impact sur l'emploi. En réalité, le développement de l'utilisation des machines est allé de pair avec le développement des technologies. En Italie, ce qui domine, c'est le point de vue de Keynes, le grand économiste des années 30 qui domine. Après la Grande Dépression, il disait « Nous sommes touchés par une nouvelle maladie dont nous ne connaissons peut-être pas tous le nom, mais qui sera de grande importance dans le futur. Le chômage technologique et le chômage dû à de nouvelles manières d'économiser en épargnant sur les facteurs du travail. » Et on peut trouver de nouvelles formes d'emploi. Mais c'est une phrase temporaire d'ajustement. En réalité, on n'a pas eu ce chômage technologique. 30 ans après, un de ses disciples, James Smith, était préoccupé. Qu'est-ce qu'on fera quand le produit de la technologie augmentera, mais quand le produit de l'économie arrivera aux propriétaires des machines, tandis que la masse des travailleurs sera dans des conditions pires par rapport à avant. Le développement technologique a créé des vainqueurs et des vaincus. Dans la longue période, il a toujours généré plus d'emplois par rapport à ceux qu'il a détruits. Si l'on pense à l'agriculture, au début de 1900, aux États-Unis, 36% de la population qui travaillait se dédiait à l'agriculture. En Italie, on est passé de 63% à 34%. Mais tout le monde a trouvé un emploi. Tous ceux qui ont laissé l'agriculture, l'évolution a beaucoup augmenté, mais tout le monde a trouvé un emploi, même ceux qui se remettaient sur le marché du travail. Le progrès qui a
causé ce changement et qui a consenti d'augmenter la condition agricole a stimulé d'autres activités. Certaines de ces activités ne peuvent pas être imaginées même. Selon des études récentes, une étude de 2 chercheurs d'Oxford, 50% d'emplois aujourd'hui aux États-Unis sont à risque d'automatisation dans les 10 prochaines années. D'autres études en Europe ont produit des résultats similaires. Récemment, il y a aussi eu des modifications de ces estimations. Un travail de l'OCDE où ce risque de disparition de travail a été réduit à 10%. Mais il y a un 30% qui ne disparaît pas, mais qui reste à la condition que ceux qui font ce travail changent leur capacité, leurs compétences, leur façon de travailler en utilisant les technologies, des nouvelles connaissances, en appliquant des compétences différentes. Or, il faut aussi dire que le taux de chômage aux États-Unis, le pays qui a subi ce changement de façon plus radicale, maintenant est à 4,5%, le niveau plus bas dans les 30-40 dernières années. Il n'y a pas eu un fort impact sur le chômage. La participation au marché du travail, c'est-à-dire le nombre de personnes qui cherchent du travail et qui le trouvent, a radicalement chuté après la crise financière. Donc, le verdict est encore ouvert. Et c'est pour cette raison que la politique monétaire est toujours un peu hésitante. Elle a peur de pression inflationniste. Après, il y a l'élargissement des inégalités. Nous avons eu Aptinson, un important économiste, Piketty, qui a créé beaucoup d'intérêt avec son nouveau livre qui s'appelle Le Capital. Il n'y a pas de doute, on ne peut pas ignorer l'effet de ces changements. Il faut compenser ceux qui sont plus touchés. On ne l'a pas encore fait assez. Il y a une forte opposition qui est renforcée par beaucoup de forces politiques, par certains citoyens, contre l'ouverture, le changement technologique, les mouvements de la population. Sans doute, les chiffres de l'inégalité globale par rapport à la richesse sont impressionnantes. En 2010, il s'agit de données d'un quotidien, il y avait 388 milliardaires dans le monde qui détenaient la même richesse de 3 milliards et 600 millions d'individus. Ces individus, maintenant, se sont réduits à 62. L'an dernier, c'était 8 milliardaires qui détiennent la même richesse de 3,5 milliards de personnes. C'est bien évidemment un effet d'inégalité qui nous laisse réfléchir beaucoup. Et on n'est pas rassuré du fait que l'inégalité de revenus à niveau global est diminuée grâce au fait que les pays émergents ont croissé beaucoup, Chine, Inde, etc. Cette baisse de l'inégalité entre pays elle est de pair avec une augmentation de l'inégalité de revenus à l'intérieur de beaucoup de pays. Par exemple, 10% d'une partie des États-Unis qui ont un revenu moyen, 9 fois
supérieur par rapport au reste de la population. On a un pourcentage qui nous dit que 1% de la population des États-Unis a un revenu 40 fois supérieur par rapport au reste de la population. 0,9% de la population, les superstars du sport, des nouvelles technologies, des grandes banques, ont un revenu moyen de 200 fois supérieur par rapport aux autres. Donc l'inégalité existe et l'inégalité à l'intérieur des différents pays a contribué, a été causée par le changement technologique. Cela a augmenté la différence entre les professions plus qualifiées et les moins qualifiées. On peut remplacer les travailleurs qui ont des tâches plus automatiques, plus répétitives. Sur le marché du travail, il y aura beaucoup de professions qui seront impliquées dans les changements démographiques. On aura donc besoin de nouveaux forces de travail et donc l'immigration et le déplacement de beaucoup de personnes qui ont des problèmes au niveau financier, aux personnes qui se déplacent à cause de conflits. Mais cela a déjà été expliqué par le professeur Lévy-Bach. Finalement, en fin de compte, c'est le problème de comment on gère tous les processus. C'est très facile de parler de force travail dans une économie où ceux qui travaillent sont toujours moins parce que la population est toujours plus âgée, mais qui en même temps, le problème est qu'est-ce que ces personnes qui arrivent, qu'est-ce qu'elles vont faire, ces personnes qui arrivent, et comment on va les intégrer. Donc ces changements technologiques qui remplacent certaines missions répétitives, comment on pourrait donc intégrer des personnes qui n'ont pas des compétences suffisamment compatibles avec ce que notre système nécessite. On peut aussi rappeler qu'il y a beaucoup de rhétorique pour ce qui concerne les migrations. L'Italie a un grand problème humanitaire, un problème énorme en tant que pays de première entrée, mais on a moins d'immigration qui reste par rapport à d'autres pays européens, l'Allemagne par exemple. Mais si l'on va voir les chiffres, sur les 240 millions de migrants qui vivent dans des pays développés, 60% provenaient des pays en voie de développement, donc les 40% venaient des pays développés. Donc il y a beaucoup de mouvements, de déplacements à cause du travail dans les pays développés. En Europe, beaucoup de migrants provenaient toujours de l'Europe. C'était un couloir européen. Plus en général, si l'on revient au domaine financier, on peut voir aussi des impacts de la mondialisation. Le progrès des derniers 25-50 années ont vécu des obstacles. Tout d'abord, la crise économique et financière dont j'ai parlé avant, de 2007 aux États-Unis, qui après s'est répandue en 2008 et 2009, et la crise de 2010-2012, avec des effets importants. J'avais un diaporama qui manque, peut-être elle n'a pas été reçue par la régie. Je voudrais vous parler un petit peu de l'aspect de mondialisation liée au domaine financier. Il y a eu une explosion des ressources financières du secteur récoltées par le secteur privé. D'un autre côté, on a vu des instruments très importants dans certaines situations, mais qui ont été utilisés non pas pour leur importance. Par exemple, les instruments dérivés. Une assurance pour la vie est un instrument dérivé pour vous faire comprendre. On ne parle pas de dérivés sans comprendre ce qu'ils sont. Un dérivé est un contrat qui permet d'assurer une entreprise contre les mouvements du taux de change. Si une entreprise exporte aux États-Unis
mais le taux de change dollar-Europe change, j'ai un contrat qui me couvre et qui couvre l'autre qui exporte en Europe. La même chose pour le pétrole, etc. Beaucoup de ces produits ont été transformés dans des instruments financiers appelés structurés qui ont été des composants importants de la crise financière, des raisons de la crise. La crise a fait monter le scepticisme vers la crise, vers la finance, pardon. On a toujours douté de la morale de la finance. En 1991, on se demandait pourquoi la finance a été toujours jugée de façon très critique. Jésus avait chassé les marchands, Solon avait aussi critiqué des personnes qui faisaient partie de la finance. Sur cette idée culturelle, nous sommes tous impactés par les changements culturels. Depuis les années 60-1900, les changements de marché demandaient un institut régulateur et après, avec la faillite des États, l'inflation, etc., on est passé à emphasiser les faillites et depuis les années 80, la finance a servi beaucoup de technologies, la rapidité de communication et la possibilité de créer rapidement des instruments particuliers et cela a déterminé une crise qui a produit une régulation différente qui aujourd'hui veulent être renversées. Cela ne doit pas conduire à une réaction excessive dans le discernement. Hussein rappelait que la finance joue un rôle important pour la prospérité et le bien-être des nations. Et en réalité, elle sert à bien des choses. Transférer les ressources dans le temps. Nous économisons aujourd'hui pour consommer demain. Dans l'espace, ce qu'on épargne d'un côté, on peut l'investir de l'autre. Le problème, c'est qu'il faut réduire les risques auxquels on peut s'exposer ou auxquels peuvent exposer des comportements peu corrects. On dit et on fait beaucoup pour l'éducation financière. Il faut comprendre la différence entre le rendement, le risque, etc. Mais il ne faut pas trop se bercer de l'illusion que cela suffise pour réduire la spéculation, même chez ceux qui sont bien dotés. Il faut certainement une réglementation efficace des finances et il faut que la justice agisse lorsque le comportement n'est pas adapté. La crise a fait apparaître des risques qui viennent de la combination de la conjonction des marchés commerciaux. Je voudrais ajouter deux autres choses. On parle seulement de la nécessité de distinguer entre banques commerciales et banques d'investissement, mais il y a aussi une ère entière qu'il faut réguler. C'est ce qu'on appelle le domaine du shadow banking, c'est-à-dire les banques de l'ombre, où il y a des financements, des prêts qui peuvent avoir des impacts négatifs. Ils ne sont pas réglementés dans certains pays, ni réglementés de manière uniforme. Il y a aussi un grand changement qui se réalise, qui exploite le changement technologique et qui a extraordinairement, la masse d'informations disponibles a extraordinairement augmenté. C'est ce qu'on appelle le big data. Les think tanks, qui sont des possibilités extraordinaires d'utiliser les nouvelles technologies, ce qu'on appelle la fintech, la technologie appliquée à la finance. Ces entreprises sont nouvelles, elles augmentent, elles créent des processus, des modèles, des activités innovatrices, mais elles ne sont pas encore très répandues, mais elles le seront de manière extrême prochainement. Le
crédit ne sera attribué que en fonction de scores. Il y a une augmentation des cybersécurités, par exemple. La cybersécurité est un problème actuel, mais ce sera encore plus fort dans le futur lorsque la digitalisation sera très avancée. Cela signifie des investissements dans cette direction. Il faut se préparer, il faut travailler pour cela. Je veux conclure sur le travail dans le futur. Nous l'avons ici. La question de savoir est si, en bref, pour résumer, dans le deuxième âge des machines, est-ce que les robots nous voleront le travail? Il y a un problème d'occupation qui est un problème de rentabilité. Si la technologie apporte une baisse des coûts de production, qui achètera les biens et les services produits avec des techniques de plus en plus automatisées? Est-ce que ce sera socialement durable que les fruits du progrès technologique profitent à un petit nombre? Dans les constatations finales que l'on fait tous les ans à la Banque d'Italie, j'ai essayé de dire certaines choses sur le travail. Je ne veux pas m'autociter, mais je veux seulement rappeler que la question du travail est centrale. Elle dépasse l'économie, elle concerne l'intégration sociale, elle concerne l'intégrité des personnes. Sur le plan économique, ce n'est pas seulement un problème conjonctural. La croissance de l'économie dépend de la qualité, de la quantité du travail et de la capacité d'une nation à donner de l'emploi à ceux qui le cherchent. L'augmentation de la démographie et les nouvelles technologies jouent un rôle important qui va s'accentuer dans les années à venir. Donc, la question des machines est un phénomène macroscopique désormais. Et pourtant, ce n'est pas un phénomène qui a encore eu un impact notable sur la productivité du travail. Cela fait dire à beaucoup d'économistes avec Keynes qu'on peut être relativement optimiste. Le chômage technologique est considéré comme une manifestation temporaire d'ajustement causée par la découverte de nouvelles formes d'épargne, comme le dit Keynes, en utilisant le marché du travail à une rapidité plus grande que la capacité à se réinsérer. Combien va durer ce processus de transition? Certainement, le progrès technologique a toujours généré plus d'emplois qu'il n'en a détruit, et cela relativement rapidement. Les voitures ont donné de l'emploi aux conducteurs de calèches. Le progrès digital aujourd'hui segmente la force du travail actuellement. D'un côté, une élite hautement qualifiée, 10% aux États-Unis, travaille à côté des nouvelles technologies et perçoit des revenus élevés. Et le reste de la population, en réalité, a du mal à arriver à la fin du mois. Cela provient en partie du changement des techniques de production. Il est important d'avoir des emplois qualifiés qui ont remplacé les emplois moins qualifiés, mais ce qui s'est passé surtout, c'est que ont été remplacés tous les travaux standardisables. La mondialisation, il y a des métiers abstraits très innovateurs, et actuellement, il est très clair qu'ils sont l'apanage de peu de personnes, vraiment très peu, et beaucoup d'emplois qui sont des emplois non standardisables. Le soin des personnes, le jardinage, etc. Pour en citer quelques-uns. Mais qui sont encore disponibles comme emploi manuel à faible coût. Et ce coût va encore réduire parce que ceux qui sont expulsés dans la partie intermédiaire, c'est-à-dire qui font des travaux de back-office dans les banques, ceux qui font des travaux standardisables de routine dans les entreprises, ces personnes vont entrer en compétition avec cette partie-là de la population. Et d'un côté, ce sera difficile d'avoir une occupation complète et ça va faire baisser les revenus.
Le progrès des technologies rend tout de même possible, stimule de nouvelles activités. Certaines d'entre elles, on ne pouvait même pas les imaginer. Les agriculteurs du début du siècle dernier ont actuellement des petits-enfants qui sont sans doute experts en informatique, qui travaillent dans les nouvelles technologies, qui sont insérés dans des métiers qui sont liés avec les technologies de l'information, des métiers qui étaient inimaginables il y a 100 ans. Et il est très difficile d'imaginer ce que sera le monde dans lequel nous vivrons et nous travaillerons dans les 30 ou 40 années à venir. Mais ce sont des innovations qui interagissent et qui s'alimentent réciproquement, avec des possibilités de connaître de brusques changements technologiques, des accélérations, avec des progrès dans l'intelligence artificielle, des capacités d'apprentissage des machines et l'Internet de ce que nous ne savons pas comment ça va se terminer, les big data, les nouveaux matériaux, tout un ensemble d'activités qui clairement constituent un monde dans lequel nous devrons vivre de manière différente que celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. Pour conclure, s'il est impossible de prévoir le futur, il faut certainement changer de perspective et comprendre que ce qui est prioritaire, c'est de renforcer la capacité de notre économie de s'accrocher aux innovations qui sont fondamentales pour la croissance du bien-être et en même temps faire en sorte que tous puissent y participer et en jouir. Ce sont des éléments fondamentaux il y a 4 éléments fondamentaux que j'ai à l'esprit. Face à la menace pour l'occupation, pour le travail, il ne faut pas vouloir freiner le progrès technologique. Il faut renforcer le taux d'innovation. Vous avez eu Calenda ici, je crois qu'il en a parlé. C'est fondamental. Nous avons affronté le changement de la mondialisation technologique avec un grand retard. C'était clair déjà dans les années 90 qu'il fallait le faire. Les entreprises n'ont pas investi. Ils ont utilisé la flexibilité du marché du travail en baissant les salaires, en remplaçant ceux qui partaient à la retraite avec des jeunes à temps partiel ou à temps déterminé, en réduisant les coûts du travail et en ne faisant pas les investissements pour incorporer les innovations nécessaires pour produire de manière différente des choses et des services différents. Et cela, il faut le faire. Il faut accélérer et rendre moins coûteuse la sortie du marché des entreprises qui n'ont plus de potentiel de croissance. Ce n'est pas un problème d'avoir faire une faillite. Le problème, c'est de rester sans pouvoir survivre, favoriser le développement de nouvelles activités dans le secteur traditionnel. On pense par exemple à des emplois dans la requalification de territoires, dans la modernisation urbanistique, dans l'exploitation du patrimoine artistique et culturel de l'Italie. Je pense cela parce que cela fait des années que je les répète à l'occasion de ces négociations finales, et c'est un peu étrange que ce soit le gouverneur de la Banque d'Italie qui dise cela. Mais chaque année, nous affrontons à l'improviste le fait qu'il y a des problèmes d'environnement, qu'il y a des choses qui se dégradent, etc. Ce sont des questions sur lesquelles on peut intervenir et qui peuvent offrir beaucoup d'emplois, y compris des emplois traditionnels. L'efficacité de chaque effort sera limitée si il n'y a pas en même temps une amélioration profonde du contexte dans lequel travaillent les entreprises. La liste des zones des secteurs dans lesquels il faut agir, parmi les plus urgents, il y a celui de la légalité et de l'efficacité des services publics. Deuxième sujet très important, l'organisation du temps de travail. Par rapport à il y a quelques décennies, le temps en global consacré au travail a diminué. On commence à travailler plus tard, on rentre plus tard au travail, les horaires ont été réduits avec la diffusion du temps partiel. Et le nombre d'années à la retraite a augmenté. Cela va encore se renforcer avec l'augmentation de l'espérance de vie. Sous l'influence des nouvelles technologies, il est probable qu'il y aura une forte tendance à réduire l'input de travail nécessaire pour
il sera nécessaire de trouver des mécanismes pour permettre à tous de participer à la processus de production. Il faudra faire du travail alternatif pour tenir le rythme de l'innovation. Troisième point, c'est la distribution des ressources dans leur ensemble. Mead en parlait déjà. Atkinson et Peake en ont parlé aussi, et on peut être plus ou moins d'accord avec ces personnes. Parfois, elles sont controversées, opinables. Mais il y a un double problème de demande et d'égalité. Même s'il y a une baisse provisoire des revenus par habitant, la question est qui achètera les biens et les services qui seront produits avec des systèmes de plus en plus automatisés. Et de l'autre côté, est-ce que ce sera socialement durable que peu de personnes récoltent les bénéfices de la mondialisation? Donc il n'y a pas de doute qu'il y aura une forte pression pour revoir le système de la redistribution sociale. C'est quelque chose auquel il faut réfléchir tout de suite. Il ne faut pas y réfléchir au niveau des nations individuellement, mais à des dimensions au moins européennes. Pour finir, il est tout aussi nécessaire, face aux problèmes technologiques et à la perspective d'une vie professionnelle qui tend à s'allonger, il faut que ceux qui travaillent ajoutent à leur bagage de connaissances traditionnelles et standardisées, celles qu'on apprend à l'école, qui sont toujours fondamentales, humanistes, scientifiques, l'histoire, les mathématiques, l'histoire de l'art, les sciences. Il faut y ajouter un nouveau bagage de compétences que l'on peut utiliser pour affronter des solutions, les situations inédites. Les compétences du passé, c'était Charlemagne. Il avait un capital humain, le meilleur capital humain de tous, parce il mesurait 2 mètres, il était fort, et il conduisait tout le monde à la bataille. Il ne savait pas lire ni écrire. Ensuite, lire et écrire sont devenus des compétences nécessaires pour pouvoir progresser. Actuellement, il faut des compétences différentes. Ce sont des compétences qu'il faut mettre en jeu pour affronter des situations inédites. Par exemple, l'exercice de la pensée critique, la créativité, la capacité à résoudre les problèmes, la disponibilité positive face à l'innovation, la capacité de communiquer de manière efficace, l'ouverture à la collaboration et au travail de groupe. Ce ne sont pas des compétences nouvelles, mais c'est une nouveauté. La nouveauté, c'est le rôle décisif que ces compétences vont prendre dans l'organisation du travail. De façon plus générale, elles vont être déterminantes dans la croissance économique. Un système qui pourra fournir ces compétences à un grand nombre d'étudiants constituera un défi important pour notre pays et un engagement non seulement public mais aussi privé des familles en investissant des connaissances et pendant tout le parcours de la vie. Il est inutile de le dire, nous sommes très en retard là-dessus en Italie. Mais c'est un des présupposés pour mieux affronter l'incertitude qui concerne les emplois disponibles dans le futur. Il est nécessaire d'avoir une aptitude à l'innovation. Nous ne pouvons pas prévoir le futur, mais il faut s'équiper pour pouvoir le vivre. Et pour pouvoir vivre, il faut connaître, inventer le travail, créer le travail. C'est l'important dans le monde de l'entreprise. Il y a un film récent qu'on appelle Facebook, peut-être certains d'entre vous l'ont vu, et il y a 2 jumeaux qui protestent contre le recteur de Harvard. Donc c'est un grand économiste et un ancien ministre, et ils disent quelqu'un nous a volé notre idée. L'idée de Facebook, c'est Zuckerberg, et ils protestent. En fin de compte, ils obtiennent quelque chose parce que ils reçoivent un petit peu d'argent, quelques centaines de millions d'euros. Mais ce qui est important, c'est ce que dit ce recteur Summers. Il dit, c'est bizarre, aujourd'hui à Harvard, les étudiants croient que avoir inventé un travail est mieux que trouver un travail. C'est intéressant parce que c'est l'attitude qui est différente. Le monde change globalement et ce changement
nécessite aussi une disponibilité différente dans le travail. La révolution digitale est une opportunité. Il faut gouverner les risques, réguler les risques et l'impact extraordinaire qu'il a, y compris un impact négatif, à travers des politiques adaptées. Cela signifie ne pas s'opposer au libre-échange, ne pas encourager le protectionnisme comme certains actuellement le disent, peut-être ne serait-ce que de manière rhétorique. Il faut le rappeler aujourd'hui, mais il faut rappeler aussi que la gestion de la globalisation et des changements économiques nécessite plus d'attention pour ceux qui sont plus lents à s'adapter et qui risquent d'être restés en arrière. Un plan trop négligé à la fois sur le plan national, mais aussi dans le contexte du G7, du G20 et de l'Union européenne. Face à la destruction des anciens postes de travail et à la création de nouveaux nouveaux emplois, il faut offrir un réseau de protection pour ceux qui perdent leur travail, faciliter la réinsertion, la formation, la mobilité et surtout garantir une instruction de qualité qui soit en adéquation avec l'époque. Il faut à la fois, la mission la plus importante, c'est étudier, investir dans les connaissances pour acquérir le capital humain nécessaire aujourd'hui pour pouvoir exploiter les opportunités créées et apporter sa contribution à ce qui sera le monde meilleur. Ça, c'est la mission des jeunes aujourd'hui. Et je veux conclure avec cette phrase. An investment in knowledge pays the best interest. Ça a été écrit il y a près de 3 siècles dans son almanach très célèbre, Benjamin Franklin. L'un des pères fondateurs des États-Unis, un scientifique, un éditeur, un politique. Le rendement de l'investissement en connaissances est plus élevé que tout autre investissement. C'est la racine du progrès humain et social, la condition pour le développement économique. Et aujourd'hui, c'est certainement encore plus vrai que par le passé. Merci. Allora, interessante che questi enormi sconvolgimenti mettono... C'est intéressant que ces bouleversements mettent au cœur quelque chose qui est l'élément le plus humain, le moins évident, c'est-à-dire l'investissement dans les connaissances. De ce point de vue, la question de Luca Fare, un étudiant de la dernière année de Economics, de la faculté de Economics dans l'Université catholique de Milan, est liée à la connaissance. Connaître pour agir, pour faire, pour changer. Bonsoir, monsieur le gouverneur. Je m'appelle Luca, j'étudie à la faculté d'économie à l'université de Sacré-Cœur de Milan. Et pendant mes études, je me suis rendu compte que le changement d'époque dont on a parlé implique tout le monde, touche tout le monde, même mon université et l'économie. Je constate qu'il y a un contraste entre un monde toujours plus mondialisé, comme vous avez expliqué, qui demande une grande ouverture, et une discipline économique qui, d'un côté, se spécialise toujours plus dans ses composantes, la macroéconomie, la microéconomique, la statistique, la technologique aussi, et où c'est très difficile de comprendre les liens. Et de l'autre côté, cette discipline est toujours plus oublie trop de fois la mémoire de l'histoire, de la tradition. Donc l'histoire de l'économie est toujours moins enseignée dans les universités. La préoccupation de beaucoup d'économistes est celle d'utiliser les instruments que beaucoup de recherches nous ont donnés pour démontrer qu'avec l'économie et la mathématique, on peut démontrer tout, plutôt que mettre ces connaissances, comme vous avez dit, au service du bien commun. Pour cela, ça signifie d'admettre qu'avec l'économie, avec un modèle mathématique, on n'arrive pas à tout démontrer. Donc, ma question est à propos de ça. Comment l'intelligence et la technique nécessaires pour être un bon économiste peuvent nous aider à être attentifs au tout, à la globalité, au lieu d'être une justification pour nous renfermer dans le particulier où chacun de nous se spécialise. Merci.
C'est une question très complexe. Il faut répondre d'une façon très humble. D'un côté, il est vrai, il y a une tendance à la spécialisation et parfois une spécialisation qui malheureusement amène à interroger quelques personnes, à se faire interroger par des personnes très importantes, par exemple la reine d'Angleterre qui nous a demandé en tant qu'économiste pourquoi vous n'avez pas prévu la crise financière. Tout ce dont vous avez parlé est lié à des instruments pour affronter ces changements. L'histoire est fondamentale, la connaissance de la société est fondamentale, tout aussi comme la capacité d'appliquer de façon formale ses propres idées sur comment les entreprises, les technologies et ceux qui travaillent interagissent. Encore l'utilisation de données, les données des informations qui sont toujours plus nombreux mais qui sont toujours plus difficiles à organiser. On peut les organiser de façon automatique, mais ils doivent être organisés et compris du point de vue d'un chercheur avec l'attention nécessaire pour éviter un processus mécanique qui n'amène nulle part. Donc la capacité d'utiliser les instruments statistiques. Il s'agit d'instruments qui doivent être combinés. Pour chacun de ces instruments, il faut quelqu'un qui les étudie en profondeur et qui qui puisse considérer dans les détails tous les modèles avec lesquels on peut interpréter certains particuliers, certains phénomènes et après associer certaines variables. Si pourtant on a tout le contexte, tout le cadre devant nous, c'est vraiment compliqué et c'est encore plus difficile si l'on pense à ceux qui doivent prendre des décisions. Donc il y a deux réponses que je donnerai. D'un côté, il est important qu'il y ait des spécialistes, les économistes et mathématiciens, les experts en macroéconomie, en équilibre macroéconomique général, l'économie de bien-être, etc., etc. Je peux continuer avec ces spécialisations. Parce que de cette façon, on étudie en profondeur dans la définition des instruments et dans la disponibilité des instruments à combiner pour prendre des décisions et pour interpréter comment la société évolue. De l'autre côté, il ne faut pas confondre les modèles qui sont le produit de ces instruments avec la réalité. Au fond, un modèle est une approximation du monde réel. Une approximation, pour ceux qui ont une maîtrise de la mathématique, une approximation linéaire, mais le monde change de façon non linéaire, d'une façon très souvent non déterministe, mais aussi d'une façon qui n'est pas trop prévisible. Le monde change aussi de façon casuelle. Donc il faut adapter notre modèle au monde au lieu de penser que les choses sont différentes de notre modèle, signifie que le monde est incorrect et qui tôt ou tard se réinsérera dans notre projet. Il faut avoir cette attitude, il faut être humble parce que ce n'est pas dit que nous pouvons tout comprendre. Il faut certainement utiliser toutes les données, les combiner, les interpréter. Au fond, ce procès est très long et ce que l'économiste est peut être comparé à un artisan que dans son atelier utilise des différents instruments pour produire le produit qui est plus utile pour tout le monde, pour la communauté. Mais c'est un processus très long et complexe.
Le faccio un'ultima domanda non tecnica ma umana, sintetica. Je vous fais une dernière question. Vous nous avez montré un monde qui change. Quelle attitude humaine nous devons avoir par rapport à ce monde qui change, par rapport à cette crise? Tout d'abord, nous les Italiens, et si je peux le dire, vous qui avez une position importante en face au changement causé par la crise. Quelle attitude nous devons avoir? Peur? J'ai écrit un livre il y a quelque temps. La phrase finale de la couverture est « Saisir les opportunités et ne craindre seulement les risques du changement ». En tant que société, nous sommes une société conservatrice. Tout d'abord parce que nous sommes pour la plupart âgés. J'ai 70 ans, je n'ai pas trop envie de risquer. Mais il faut le faire, il faut se mettre en jeu. Et de l'autre côté, parce que nous sommes dans une société qui change tout le temps. Dans les dernières décennies, la société a changé à un taux vraiment rapide. Nous allons nous arrêter tôt ou tard, mais il faut avoir la curiosité d'aller, de comprendre ce qu'il y a de nouveau. Les jeunes doivent être curieux. Ils doivent être capables de combiner beaucoup de choses différentes. De l'autre, il faut avoir une attitude humble, mais je dirais aussi une attitude de respect envers la société et les autres. Non pas adopter des slogans, non pas une attitude hurlée. Maintenant, il y a Twitter, mais derrière Twitter, il y a beaucoup de choses qui vont plus en profondeur. Et si l'on les interprète et les analyse en profondeur, nous pouvons comprendre leur fonctionnement. Trop souvent, nous tendons à rester en superficie, en surface. Non tout le monde peut devenir des entraîneurs de foot. Nous nous arrêtons aux 11 joueurs favoris et nous demandons pourquoi l'entraîneur ne les a pas fait jouer. C'est la même chose dans la politique économique. Donc, avant de faire quelque chose, d'exprimer une opinion, il faut la comprendre en profondeur. Voilà la seule attitude qui nous reste. Je crois que ce dernier point de réflexion peut être la synthèse de cette rencontre. Tout d'abord, connaître. Nous avons entendu pendant 1 heure une leçon où l'on a appris en termes globaux ce qui se passe dans le monde. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a beaucoup de travail humble, beaucoup de travail d'analyse, de travail qui reste à l'obscurité, parce que pour acquérir la connaissance, il faut rester un peu dans l'obscurité. Il faut une invisibilité apparente. Je parlais avec les garçons qui travaillent comme bénévoles dans les parkings, l'autre qui écrivent les nouvelles à propos de toutes les rencontres, même les plus petites, et on se demandait qu'est-ce que ça signifie de communiquer des rencontres que personne ne va lire ou de gérer les parkings. Mais de ce travail obscur, l'analyse du gouverneur naît. Parce que pour arriver à la synthèse non superficielle qui arrive de Twitter, il faut avoir beaucoup d'informations, les regarder, passer du temps à l'étudier, parce que vous ne pouvez pas penser que c'est plus facile maintenant qu'il y a beaucoup d'informations. Moi, je suis statisticienne de profession. Avant, il y avait peu de données. Maintenant, il y en a beaucoup. Mais c'est difficile à choisir ceux qui sont intéressants. Il faut passer du temps, évaluer tous les données et utiliser les différents instruments. Donc la première chose que nous apprenons est l'amour vers l'amour du travail. Parce que cet amour qui semble inutile est le premier pas vers la connaissance. Le deuxième est la capacité de synthèse. Pour
avoir une capacité de synthèse. Nous l'avons entendu, par exemple, dans l'ancien ministre Berlinguer qui disait je introduirai partout l'art et la musique dans nos écoles. Pourquoi? Parce que la musique et l'art, le goût artistique nous font comprendre, après beaucoup de travail analytique, ce que l'on peut choisir. Il faut avoir du goût artistique pour mettre ces diapos synthétiques où on a compris ce qui sert pour comprendre. L'artiste saisit les éléments de la réalité qui touchent Amo, un coup de pinceau, on a les œuvres de Andy Warhol, un coup de musique, on a entendu le concert de Madame Butterfly le premier soir du meeting. Ces éléments synthétiques. Donc, l'artiste saisit en particulier. Le troisième point, la patience, le temps. Le gouverneur disait avant que c'est intéressant d'avoir une politique qui ne s'occupe pas seulement de législation, quelqu'un qui peut construire quelque chose qui traverse le temps. Il faut être patient pour avoir un changement d'époque. Il faut être comme les agriculteurs qui nettoyaient les rivières ou qui cherchaient à organiser des aspects de la nature qui n'étaient pas immédiatement productifs. Ils construisaient pour les générations de l'avenir parce que nettoyer une rivière signifiait prévenir une inondation dans l'avenir. Planter un arbre sur une colline va éviter un éboulement futur. Il faut voir la crise comme opportunité sans prétendre que le résultat arrive tout de suite. Parce que pour avoir une Italie qui a été au sommet productif, on a eu beaucoup de gens qui dans le temps ont migré, a fait des sacrifices, grands. Et on doit faire la même chose, avoir un goût pour construire quelque chose à long terme. Ces choses nous font apprécier le travail du gouverneur et de construire non seulement pour demain et après-demain, mais pour être aujourd'hui les facteurs du changement d'époque. À la fin de ces cycles, nous voulions être quelqu'un qui est rappelé comme l'on peut rappeler les moines il y a 1400 ans, non seulement du point de vue religieux, mais du point de vue productif. Ils ont inventé des techniques d'agriculture, ils ont enseigné à l'élevage. Ça semblait des travaux inutiles. Ils travaillaient pendant 40 ans dans des lieux oubliés par Dieu, par les hommes. Mais si nous avons fait un changement d'époque, positif, appel à barbarie, c'est grâce à eux aussi. Nous voulons être laïcs et religieux, mais surtout laïcs. Leur héritage, leurs disciples. Ce qui est grâce au travail analytique et à la capacité de synthèse, et avec patience, nous construisons un avenir meilleur. Voilà le travail qui nous reste à faire. Merci.